Le 3 juillet 1423, à Bourges, naît celui qui sera surnommé l'universel araignée. Louis XI voit le jour dans une France déchirée par la guerre de Cent Ans, un royaume qui agonise sous les coups des Anglais et les divisions internes. Son père, Charles VII, peine à reconquérir son territoire tandis que sa mère, Marie d'Anjou, élève cet enfant destiné à devenir le prince le plus retors d'Europe. Dès son plus jeune âge, Louis manifeste une intelligence redoutable et une capacité d'observation hors du commun. Contrairement aux autres dauphins qui s'amusent avec des épées de bois, lui préfère écouter aux portes, observer les courtisans, analyser leurs alliances et leurs trahisons. Cette tendance naturelle à l'espionnage devient rapidement sa marque de fabrique. À 15 ans, il maîtrise déjà l'art de la manipulation. Quand les nobles de la cour tentent de l'influencer contre son père, Louis fait semblant d'acquiescer tout en rapportant leurs propos au roi. Cette double jeu permanente forge sa réputation naissante de prince sur lequel on ne peut jamais compter totalement. Son éducation se fait autant dans les livres que dans l'observation du pouvoir. Il apprend le latin, l'histoire, mais surtout l'art de décrypter les intentions cachées de chacun. Quand d'autres princes collectionnent les armes, Louis collectionne les secrets. Il développe très tôt un réseau d'informateurs parmi les serviteurs, les clercs, même les cuisiniers du château. Cette période formatrice révèle déjà les traits qui feront sa force. Une méfiance instinctive envers tout le monde, y compris sa propre famille, et une capacité naturelle à transformer chaque conversation en opportunité d'apprentissage sur la nature humaine. En 1440, à 17 ans, Louis commet son premier acte de rébellion majeure en rejoignant la Praguerie, une révolte des grands seigneurs contre son père Charles VII. Cette décision marque le début d'une relation conflictuelle qui durera toute sa vie avec l'autorité paternelle. La Praguerie tire son nom de la révolte de Prague et réunit les plus grands noms de la noblesse française, le duc de Bourbon, le comte de Dunois, le duc d'Alençon. Tous prétendent vouloir réformer le royaume, mais en réalité cherchent à retrouver leurs anciens privilèges féodaux que Charles VII a commencé à rogner. Louis ne rejoint pas cette rébellion par idéalisme, mais par calcul froid. Il comprend que participer à ce mouvement lui permettra de mesurer la force réelle de son père et d'apprendre les mécanismes de la contestation politique. Pour lui, c'est une école pratique du pouvoir, une façon d'étudier les failles de l'autorité royale. La révolte échoue rapidement. Charles VII, plus habile qu'on ne le pensait, divise les conjurés en offrant des pardons sélectifs et en montant les rebelles les uns contre les autres. Cette leçon marque profondément Louis. La division de ses adversaires devient dès lors l'un de ses outils favoris. Plutôt que de châtier sévèrement son fils, Charles VII fait preuve d'une clémence calculée. Il pardonne à Louis tout en l'éloignant de la cour, lui confiant l'administration du Dauphiné. Cette semi-disgrâce se transforme rapidement en opportunité pour le jeune prince de développer ses talents de gouvernant loin du regard paternel. En 1440, Louis XI arrive dans le Dauphiné avec une mission claire: pacifier cette province frontalière et en faire un laboratoire de ses méthodes politiques. À 17 ans, il découvre les réalités concrètes du gouvernement et affine rapidement ses techniques de manipulation. Le Dauphiné présente tous les défis possibles: une noblesse locale turbulente, des bourgeois méfiants, des paysans écrasés d'impôts et des voisins savoyards toujours prêts à l'intrigue. Louis transforme ces difficultés en avantages en développant un système d'informateurs sans précédent dans l'histoire française. Il crée un réseau d'espions qui s'étend dans toutes les couches de la société dauphinoise. Marchands, aubergistes, prostituées, clercs, tous deviennent ses yeux et ses oreilles. Cette toile d'information lui permet de connaître les projets de ses adversaires avant même qu'ils ne les aient finalisés. Sa méthode favorite consiste à monter les factions les unes contre les autres. Quand deux nobles se disputent une succession, Louis soutient discrètement les deux camps, tout en s'arrangeant pour qu'ils s'épuisent mutuellement. Une fois affaibli, il intervient comme arbitre et impose sa volonté à tous. En 1444, il remporte sa première victoire militaire significative à la bataille de Saint-Jacques, près de Bâle, contre les Suisses. Mais contrairement aux autres princes de son époque qui tirent de gloire de leurs exploits guerriers, Louis préfère les négociations secrètes aux batailles rangées. Cette victoire lui sert surtout de démonstration de force pour ses futures négociations. Le Dauphiné devient, sous sa gouvernance, un véritable État dans l'État. Louis y développe sa propre diplomatie, ses propres alliances, sa propre administration.
Cette expérience lui enseigne qu'un territoire bien administré vaut mieux qu'une province conquise par les armes. En 1456, les manigances incessantes de Louis finissent par exaspérer définitivement son père Charles VII. Le roi n'en peut plus des intrigues de son fils et lui ordonne de revenir à la cour pour s'expliquer. Louis, flairant le piège, refuse catégoriquement et commet l'impensable, il s'enfuit chez Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le principal rival de la France. Cette fuite provoque un scandale énorme dans toute l'Europe. Un dauphin de France qui cherche refuge chez l'ennemi héréditaire du royaume constitue un événement sans précédent. Mais Louis a calculé son coup. Il sait que Philippe le Bon a tout intérêt à l'accueillir pour embêter Charles VII. À la cour de Bourgogne, Louis découvre un monde différent de celui de France. Philippe le Bon règne sur un ensemble de territoires riches et bien administrés, où le commerce prospère et où les arts brillent. Cette expérience enrichit considérablement sa vision politique et ses méthodes de gouvernement. Il observe attentivement l'organisation bourguignonne, ses finances, sa diplomatie, ses alliances. Chaque information collectée sera plus tard utilisée contre ses hôtes. Car même en exil, Louis continue à tisser sa toile, créant des contacts secrets avec les ennemis de la Bourgogne et préparant sa future revanche. Philippe le Bon, malgré sa méfiance naturelle, succombe au charme de Louis. Le dauphin sait parfaitement adapter son comportement à son interlocuteur, se montrant humble avec le duc tout en préparant secrètement son retour en grâce. Cette période d'exil lui apprend l'art de la patience stratégique. Pendant 5 ans, Louis ronge son frein à la cour bourguignonne, accumulant les connaissances et les contacts qui lui serviront une fois devenu roi. Il étudie chaque faiblesse de ses hôtes, chaque division dans leur rang, chaque opportunité future d'exploiter leurs erreurs. Le 22 juillet 1461, Charles VII meurt au château de Méun-sur-Yèvre. Louis, alors âgé de 38 ans, apprend la nouvelle dans ses appartements bourguignons. Sa réaction révèle immédiatement le personnage. Aucune émotion visible, mais un calcul froid et immédiat des conséquences politiques de cet événement. Il quitte immédiatement la Bourgogne sans même prendre congé de Philippe le Bon, ce qui provoque la colère du duc. Cette impolitesse apparente cache en réalité une stratégie. Louis veut montrer à tous qu'il n'est redevable de rien à personne, pas même à celui qui l'a hébergé pendant 5 ans. Son retour en France s'effectue dans un climat de méfiance généralisée. Les grands seigneurs qui ont servi fidèlement Charles VII redoutent les représailles du nouveau roi. Ils ont raison de s'inquiéter. Louis commence immédiatement à remplacer l'ancienne administration par ses propres créatures. Le chancelier Guillaume Jouvenel des Ursins, fidèle serviteur de Charles VII, est brutalement écarté. Louis nomme à sa place Pierre de Morvilliers, un homme entièrement dévoué à sa personne. Cette purge administrative touche tous les rouages de l'État. Conseillers, financiers, ambassadeurs, tous sont remplacés par des hommes choisis pour leur loyauté personnelle plutôt que pour leurs compétences. Cette méthode provoque immédiatement des résistances. La noblesse française comprend qu'elle a affaire à un roi d'un genre nouveau qui ne respecte pas les traditions de concertation et de compromis établies par ses prédécesseurs. Louis s'en moque éperdument. Il préfère l'efficacité à la popularité. Son sacre à Reims, le 15 août 1461, se déroule dans une atmosphère tendue. Les grands seigneurs sont présents par obligation, mais leurs visages fermés en disent long sur leurs intentions. Louis le remarque et commence immédiatement à préparer sa riposte contre leur opposition prévisible. En 1465, l'orage éclate. Les grands seigneurs de France se coalisent contre Louis XI dans ce qu'ils appellent pompeusement la Ligue du bien public. Derrière ce nom vertueux se cache la révolte de tous ceux que la politique royale a lésés. Le duc de Berry, frère du roi, le duc de Bourbon, le duc de Bretagne et surtout le nouveau duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Cette coalition représente un danger mortel pour Louis XI. Sur le papier, elle dispose de plus de soldats et de ressources que le roi. Mais Louis possède quelque chose que ses ennemis n'ont pas, une compréhension parfaite de leurs faiblesses psychologiques et de leurs intérêts contradictoires. Sa première manœuvre consiste à temporiser. Plutôt que d'affronter immédiatement la coalition, il entame des négociations séparées avec chacun de ses membres. À chacun, il fait des promesses différentes, parfois contradictoires, tout en espionnant leurs communications internes grâce à ses agents infiltrés. Le duc de Berry réclame la Normandie.
Louis fait semblant de négocier tout en armant secrètement les bourgeois normands contre cette perspective. Le duc de Bretagne veut l'indépendance complète? Le roi laisse entendre qu'il pourrait l'accepter, puis révèle ses conversations aux autres ligueurs pour les monter contre leur allié breton. Cette stratégie de division porte ses fruits lors de la bataille de Montlhéry, le 16 juillet 1465. Techniquement, Louis XI subit une défaite militaire. Son cheval est tué sous lui, ses troupes reculent, et il doit abandonner le champ de bataille. Mais politiquement, il transforme cette défaite en victoire en exploitant les dissensions qui apparaissent immédiatement dans le camp adverse. Après la bataille, les ligueurs se disputent sur la marche à suivre. Louis s'en profite pour relancer les négociations séparées, proposant à chacun exactement ce qu'il désire entendre. Cette tactique finit par faire éclater la coalition. Chaque seigneur préfère négocier directement avec le roi plutôt que de partager un hypothétique succès commun. En 1468, Charles le Téméraire, désormais duc de Bourgogne, tente un piège sophistiqué à Louis XI. Il l'invite à Péronne pour des négociations, puis le retient prisonnier en apprenant que le roi a simultanément fomenté une révolte à Liège contre l'autorité bourguignonne. Cette situation représente le plus grand danger que Louis XI ait jamais couru. Prisonnier de son plus dangereux rival, accusé de duplicité flagrante, il risque la déchéance, ou pire. Mais c'est précisément dans cette situation désespérée que son génie manipulateur atteint son apogée. Plutôt que de nier les évidences ou de s'indigner, Louis adopte une attitude de contrition calculée. Il reconnaît ses torts, présente ses excuses et surtout propose une alliance matrimoniale entre sa fille et l'héritier bourguignon. Cette proposition inattendue déstabilise Charles le Téméraire, qui s'attendait à tout sauf à cette soumission apparente. Louis pousse l'humiliation jusqu'à accompagner Charles le Téméraire dans la répression de la révolte liégeoise qu'il avait lui-même organisée. Cette participation à l'écrasement de ses propres alliés révèle sa nature profonde. Aucun scrupule moral ne l'arrête quand il s'agit de sauver sa peau et son pouvoir. Mais cette humiliation publique cache une stratégie à long terme. Pendant les négociations de Péronne, Louis observe attentivement Charles le Téméraire, analyse ses colères, ses faiblesses, ses obsessions. Il découvre que le duc bourguignon, malgré son intelligence, souffre d'un défaut fatal, l'orgueil démesuré et l'impatience. Une fois libéré, Louis commence immédiatement à exploiter ses faiblesses. Il fait semblant de respecter les accords de Péronne tout en préparant secrètement leur annulation. Cette double attitude devient sa signature politique, promettre publiquement tout en préparant secrètement l'inverse. À partir de 1470, Louis XI engage avec Charles le Téméraire une guerre souterraine d'une sophistication inouïe. Plutôt que d'affronter directement les armées bourguignonnes, supérieures aux siennes, il choisit de détruire son rival par l'usure, la subversion et l'isolement diplomatique. Sa première cible, les alliés de Charles le Téméraire. Louis commence par séduire Sigismond d'Autriche, qui possède l'Alsace, territoire convoité par le Bourguignon. Par des négociations secrètes et des versements d'or considérables, il convainc Sigismond de récupérer l'Alsace que Charles le Téméraire avait mise en gage. Simultanément, il travaille les cantons suisses, traditionnellement neutres mais inquiets de l'expansion bourguignonne. Louis leur fait parvenir des subsides réguliers, tout en leur fournissant des informations sur les projets militaires de Charles. Cette politique d'encerclement diplomatique isole progressivement la Bourgogne. L'arme principale de Louis reste l'or. Il achète littéralement les serviteurs de Charles le Téméraire, transformant la cour bourguignonne en nid d'espions français. Olivier le Daim, son barbier et confident, coordonne ce réseau de corruption avec une efficacité redoutable. Mais le coup de maître de Louis consiste à exploiter le caractère impétueux de son rival. Il fait répandre des rumeurs sur ses propres faiblesses militaires, encourageant Charles le Téméraire à entreprendre des campagnes hasardeuses. Quand le Bourguignon assiège Nancy en 1476, Louis sait déjà que cette opération tournera au désastre. La manipulation psychologique atteint son sommet quand Louis fait parvenir à Charles le Téméraire de fausses informations sur une prétendue trahison de ses propres généraux. Le duc, déjà paranoïaque, sombre dans la suspicion généralisée et prend des décisions militaires désastreuses qui mènent à sa perte. Le 5 janvier 1477, Charles le Téméraire meurt devant Nancy,
tué dans une bataille qu'il n'aurait jamais dû engager. Sa mort représente le triomphe absolu de la stratégie de Louis XI, détruire un ennemi supérieur sans jamais l'affronter directement en utilisant ses propres faiblesses contre lui. La mort de Charles le Téméraire ouvre une crise de succession que Louis XI exploite immédiatement avec sa maestria habituelle. L'héritière bourguignonne, Marie de Bourgogne, n'a que 20 ans et aucune expérience politique. Pour Louis, c'est une proie idéale qu'il compte dévorer par étapes. Sa première manœuvre consiste à occuper militairement les territoires bourguignons les plus proches de la France, la Bourgogne, la Picardie, l'Artois. Cette agression directe vise à créer un fait accompli que les adversaires ne pourront plus contester une fois consolidé. Mais Louis ne se contente pas de la force brute. Il lance simultanément une campagne de séduction auprès des villes flamandes, promettant le maintien de leurs privilèges commerciaux en échange de leur ralliement. Cette politique de la carotte et du bâton divise immédiatement le camp bourguignon. La situation se complique quand Maximilien d'Autriche épouse Marie de Bourgogne en août 1477. Louis se retrouve face à la puissance des Habsbourg, infiniment plus dangereuse que la Bourgogne seule. Mais plutôt que de reculer, il adapte sa stratégie à cette nouvelle donne. Il commence par fomenter des révoltes dans les villes flamandes contre l'autorité autrichienne. Bruges, Gand, Ypres voient éclater des soulèvements populaires financés secrètement par l'or français. Ces troubles empêchent Maximilien de consolider son autorité sur ces nouveaux territoires. Parallèlement, Louis négocie secrètement avec certains seigneurs bourguignons mécontents de la tutelle autrichienne. Il leur promet des compensations territoriales et financières en échange de leur défection. Cette politique de corruption systématique ronge l'édifice bourguignon de l'intérieur. La mort prématurée de Marie de Bourgogne, en 1482, dans un accident de cheval, bouleverse à nouveau la situation. Louis XI saisit immédiatement cette opportunité pour imposer le traité d'Arras à Maximilien, récupérant définitivement la Bourgogne et l'Artois. Cette victoire diplomatique couronne 20 ans d'intrigues patientes. Pendant qu'il mène ses guerres souterraines contre ses ennemis extérieurs, Louis XI transforme simultanément l'administration française avec la même méthode systématique. Son objectif ? Créer un État moderne, centralisé, efficace, entièrement dévoué à sa personne. La première réforme touche la justice. Il crée de nouveaux parlements à Bordeaux, Dijon et Toulouse, multipliant les recours contre les décisions seigneuriales. Cette politique vise à affaiblir la justice féodale au profit de la justice royale, plus contrôlable et plus profitable. Les finances royales bénéficient d'une attention particulière. Louis XI développe l'impôt permanent, la taille, qui devient la base de la fiscalité moderne française. Cette ressource stable lui permet de financer ses réseaux d'espions et sa diplomatie sans dépendre des votes nobiliaires. L'innovation majeure de Louis XI concerne l'information. Il crée le premier service postal européen efficace, permettant une communication rapide entre Paris et les provinces. Ce réseau sert officiellement au commerce, mais officieusement à l'espionnage royal. Ces agents postaux, choisis pour leur loyauté absolue, interceptent régulièrement la correspondance privée des grands seigneurs. Cette surveillance généralisée donne au roi une avance stratégique énorme sur ses adversaires potentiels. Louis développe également l'industrie française par un protectionnisme intelligent. Il fait venir des artisans étrangers, notamment italiens, pour développer les manufactures de soie à Lyon et Tours. Cette politique économique vise à réduire la dépendance française vis-à-vis des importations. Ces méthodes administratives révolutionnent la gestion du royaume. Contrairement à ses prédécesseurs qui gouvernaient par décrets généraux, Louis XI préfère les instructions précises à chacun de ses agents. Cette microgestion révèle son besoin de contrôler personnellement chaque détail de son royaume. Louis XI comprend parfaitement que la peur constitue l'un des ressorts les plus efficaces du pouvoir. Mais contrairement aux tyrans classiques qui terrorisent aveuglément, lui pratique une terreur chirurgicale, ciblée, destinée à impressionner sans détruire. L'affaire du connétable de Saint-Paul illustre parfaitement cette méthode. Louis de Luxembourg, connétable de France, entretient des correspondances secrètes avec les ennemis du royaume. Louis XI laisse cette trahison se développer, accumule les preuves, puis frappe au moment optimal pour l'exemple. L'arrestation du connétable provoque un choc énorme dans la noblesse française.
Si même le plus haut dignitaire militaire du royaume peut être arrêté et exécuté, personne n'est à l'abri. Cette leçon dissuade efficacement les autres tentations de trahison. Mais Louis XI ne se contente pas d'exécuter. Il utilise aussi l'emprisonnement comme arme psychologique. Les cages de fer du château de Loches, où il enferme certains prisonniers, deviennent légendaires. Leur simple évocation suffit à faire plier les récalcitrants. Le cas du cardinal Balue révèle la sophistication de ses méthodes. Ce prélat, coupable de correspondance avec l'ennemi bourguignon, passe 11 ans en prison dans des conditions volontairement dégradantes. Sa libération, largement publicisée, sert d'avertissement à tous les autres clercs tentés par la trahison. Louis XI perfectionne également l'art de l'humiliation publique. Quand Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, complote contre lui, le roi ne se contente pas de l'exécuter. Il fait exposer sa tête sur le pont de la Tournelle à Paris, spectacle destiné à marquer les esprits. Cette politique de terreur sélective s'accompagne d'un système de surveillance généralisé. Louis XI institutionnalise l'espionnage intérieur, créant un climat de méfiance où chacun suspecte son voisin d'être un informateur royal. Louis XI révolutionne la diplomatie européenne en systématisant la corruption comme outil de politique étrangère. Pour lui, acheter un adversaire coûte toujours moins cher que de le combattre, et le résultat est souvent plus durable. Sa politique anglaise illustre parfaitement cette méthode. Quand Édouard IV débarque à Calais en 1475 avec une armée de 20 000 hommes, Louis XI évite soigneusement la bataille. Au lieu de cela, il propose une rencontre à Picquigny où il négocie un traité qui ressemble fort à un achat pur et simple. Les termes de l'accord révèlent le cynisme du roi français. Il verse immédiatement 75 000 écus d'or à Édouard IV, plus une pension annuelle de 50 000 écus, en échange du départ des Anglais. Cette transaction, officiellement présentée comme une alliance, constitue en réalité un racket diplomatique assumé. Mais Louis XI va plus loin. Il corrompt individuellement les principaux conseillers d'Édouard IV, s'assurant que la politique anglaise restera favorable à la France, même après son propre décès. Cette stratégie à long terme révèle la profondeur de sa vision politique. Avec l'Espagne, il emploie les mêmes méthodes. Les comtés de Roussillon et de Cerdagne, mis en gage par Jean II d'Aragon, lui reviennent officiellement en 1475. Mais Louis facilite cette transaction par des versements discrets aux conseillers aragonais, transformant une négociation juridique en achat déguisé. L'Empire germanique bénéficie du même traitement. Louis XI entretient des agents secrets auprès de tous les électeurs, leur versant des pensions régulières en échange d'informations et d'influences. Cette politique lui assure une connaissance parfaite des intrigues impériales. Sa correspondance révèle des dépenses d'espionnage et de corruption considérables, plus de 400 000 livres par an, soit près du quart des revenus royaux. Mais Louis considère cet investissement comme rentable. Chaque écu dépensé en corruption évite 10 écus de dépenses militaires. En 1480, Louis XI a 57 ans et sa santé se dégrade rapidement. Mais loin de ralentir ses activités, cette perspective de mort prochaine aiguise encore son génie manipulateur. Il prépare minutieusement sa succession tout en continuant ses intrigues habituelles. L'affaire de la succession bretonne occupe ses dernières années. Le duc François II de Bretagne n'a qu'une fille, Anne, pour lui succéder. Louis XI comprend immédiatement l'opportunité. Marier cette héritière à son fils Charles VIII permettrait de rattacher définitivement la Bretagne à la France. Mais la noblesse bretonne, soutenue par Maximilien d'Autriche, résiste farouchement à ce projet. S'engage alors une guerre d'intrigues complexe où Louis XI utilise toutes ses armes habituelles, espionnage, corruption, chantage, manipulation des factions bretonnes. Il commence par diviser la noblesse bretonne en soudoyant certains seigneurs tout en menaçant les autres. Pierre de Landois, trésorier de Bretagne, devient son agent principal dans cette opération de déstabilisation interne. Simultanément, Louis XI fait répandre des rumeurs sur les intentions de Maximilien d'Autriche concernant la Bretagne. Il fait croire aux Bretons que l'archiduc veut transformer leur duché en simple province autrichienne, alimentant ainsi la méfiance envers ce protecteur encombrant. La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, en 1488, voit la victoire des troupes françaises sur l'armée bretonne. Mais cette victoire militaire a été préparée par des années d'intrigues politiques qui ont affaibli la résistance bretonne de l'intérieur.
Louis XI meurt le 30 août 1483 sans voir l'aboutissement final de cette politique, mais il a posé toutes les bases du rattachement breton que son successeur n'aura plus qu'à finaliser. Cette ultime manipulation révèle sa capacité à planifier au-delà de sa propre existence. À la mort de Louis XI, la France de 1483 n'a plus rien de commun avec celle qu'il avait héritée en 1461. En 22 ans de règne, ce roi manipulateur a transformé un royaume féodal décadent en État moderne centralisé, posant les bases de l'absolutisme royal français. Territorialement, les conquêtes de Louis XI sont impressionnantes. La Bourgogne, l'Artois, la Picardie, l'Anjou, le Maine, la Provence ont été rattachés à la couronne. Cette expansion ne résulte pas de grandes batailles épiques, mais d'une succession d'intrigues patientes et de manipulations habiles. Administrativement, l'État royal de 1483 dispose d'une efficacité inconnue sous ses prédécesseurs. Le réseau postal, les parlements provinciaux, l'impôt permanent, la surveillance généralisée créent un appareil gouvernemental moderne qui survivra à tous les changements de régime. Économiquement, Louis XI laisse une France prospère malgré les guerres constantes. Sa politique protectionniste intelligente, ses encouragements à l'artisanat, ses relations commerciales développées avec l'Italie ont relancé l'économie française après les ravages de la guerre de Cent Ans. Mais l'héritage le plus durable de Louis XI concerne les méthodes de gouvernement. Il a inventé la politique moderne, celle où l'information vaut plus que la force, où la corruption remplace souvent la guerre, où la manipulation psychologique devient un art de gouverner. Ces techniques d'espionnage, codifiées et transmises à ses successeurs, constituent la matrice des services secrets modernes. Son usage systématique de la corruption diplomatique préfigure les relations internationales contemporaines. La France de Louis XI devient le modèle de l'État centralisé européen. Ses méthodes administratives, ses techniques de contrôle, sa conception du pouvoir royal inspirent tous les monarques absolus qui lui succèdent, de François Ier à Louis XIV. Pour comprendre le génie de Louis XI, il faut analyser la cohérence de son système politique. Contrairement aux autres rois de son époque qui gouvernent par tradition ou par instinct, lui développe une véritable science du pouvoir basée sur l'observation rationnelle de la nature humaine. Son principe fondamental, tout homme a un prix, qu'il s'agisse d'argent, d'honneur, de peur ou d'ambition. Cette vision cynique mais réaliste de l'humanité lui permet de prévoir les réactions de ses adversaires et d'adapter ses stratégies en conséquence. Sa méthode de recrutement révèle cette philosophie. Louis XI préfère s'entourer d'hommes de conditions modestes qu'il élève par ses faveurs plutôt que de nobles traditionnels. Olivier le Daim, son barbier devenu conseiller influent, Tristan l'Hermite, roturier promu prévôt des maréchaux, incarnent cette politique. Ces hommes nouveaux lui doivent tout et ne peuvent survivre politiquement sans lui. Cette dépendance totale garantit leur fidélité absolue, créant autour du roi un cercle de serviteurs dévoués corps et âme à sa personne plutôt qu'à des principes abstraits. L'organisation de son conseil révèle la même logique. Contrairement au conseil traditionnel où siègent les grands seigneurs par droit de naissance, Louis XI compose le sien selon les compétences et la loyauté. Juristes, financiers, diplomates, y côtoient quelques nobles soigneusement choisis. Cette technocratie avant la lettre permet une efficacité gouvernementale inconnue jusqu'alors. Les décisions se prennent rapidement, sans les lenteurs liées aux négociations entre factions nobiliaires rivales. Louis XI perfectionne l'art de la manipulation, jusqu'à en faire une science exacte. Ces techniques, remarquablement modernes, annoncent les méthodes des services secrets contemporains et des stratèges politiques actuels. Sa première règle, ne jamais révéler ses véritables intentions. Quand il négocie avec un adversaire, Louis XI prépare toujours plusieurs scénarios simultanément. Cette préparation multiple lui permet de s'adapter instantanément aux réactions de son interlocuteur. La gestion de l'information constitue son obsession principale. Il crée le premier réseau d'espionnage moderne de l'histoire européenne, avec des agents permanents dans toutes les cours, des informateurs dans toutes les classes sociales, des intercepteurs de courrier sur toutes les routes principales. Cette machine à renseignement lui donne un avantage décisif sur ses contemporains. Quand Charles le Téméraire prépare une campagne militaire,
Louis XI connaît ses plans avant même que les généraux bourguignons n'aient reçu leurs ordres définitifs. Sa technique de déstabilisation psychologique révèle une compréhension intuitive de ce qu'on appellerait aujourd'hui la guerre psychologique. Il fait répandre des rumeurs contradictoires sur ses propres intentions, créant chez ses adversaires un climat d'incertitude permanent qui paralyse leur capacité de décision. L'usage qu'il fait du temps constitue un autre aspect de son génie tactique. Contrairement aux autres princes de son époque qui privilégient l'action immédiate, Louis XI maîtrise parfaitement l'art de l'attente stratégique. Il sait quand accélérer les événements et quand les laisser mûrir. Louis XI possède une qualité rare chez les hommes de pouvoir, la capacité de transformer ses échecs en avantages futurs. Cette aptitude à rebondir sur ses propres erreurs révèle la profondeur de sa vision stratégique. L'affaire de Liège illustre parfaitement cette capacité. Quand Charles le Téméraire découvre qu'il a fomenté la révolte liégeoise tout en négociant à Péronne, Louis XI se retrouve dans une position apparemment désastreuse. Mais il utilise cette humiliation pour étudier son adversaire de près. Pendant les 3 jours où il reste prisonnier du Bourguignon, Louis XI observe méticuleusement les réactions de Charles le Téméraire, ses colères, ses habitudes, ses faiblesses. Ces informations lui serviront plus tard à manipuler parfaitement son rival jusqu'à sa perte finale. La bataille de Montlhéry, défaite militaire de 1465, devient rapidement une victoire politique. Louis XI utilise cette défaite pour diviser ses ennemis de la Ligue du bien public, leur proposant des négociations séparées qui finissent par faire éclater leur coalition. Même ses erreurs diplomatiques lui profitent à long terme. Quand ses manœuvres contre l'Angleterre échouent temporairement, il adapte sa stratégie et finit par acheter la paix anglaise à Piquigny pour un prix dérisoire par rapport au coût d'une guerre. Cette capacité d'adaptation révèle un trait psychologique fondamental de Louis XI. L'absence totale d'amour-propre dans l'exercice du pouvoir. Il accepte l'humiliation temporaire si elle sert ses objectifs à long terme, qualité rarissime chez les souverains de son époque. L'influence de Louis XI dépasse largement son règne et son époque. Ses méthodes, ses innovations, sa conception du pouvoir marquent durablement l'histoire européenne et inspireront des générations de dirigeants jusqu'à nos jours. Machiavel, qui écrit Le Prince 30 ans après la mort de Louis XI, s'inspire directement de ces méthodes. Le célèbre chapitre sur l'usage combiné de la force et de la ruse reprend presque littéralement les techniques du roi français. Les monarchies européennes adoptent progressivement le modèle administratif créé par Louis XI. L'Espagne de Charles Quint, l'Angleterre des Tudors, la Russie d'Ivan le Terrible s'inspirent toutes de ces innovations en matière de centralisation et de surveillance. François Ier, Louis XIII, Louis XIV prolonge et perfectionne son œuvre. L'absolutisme royal français, qui dominera l'Europe pendant 3 siècles, reprend directement ses méthodes de gouvernement et sa conception du pouvoir monarchique. Mais l'héritage de Louis XI dépasse le cadre monarchique. Ses techniques d'espionnage, de manipulation, de gestion de l'information préfigurent étonnamment les méthodes des États modernes et des services secrets contemporains. Les diplomates actuels reconnaissent dans ces négociations les premières manifestations de la diplomatie moderne, où l'information remplace la force et où la corruption devient un outil assumé de politique internationale. Pour saisir complètement le phénomène Louis XI, il faut tenter de comprendre l'homme qui se cache derrière le manipulateur génial. Ce portrait psychologique révèle un personnage d'une complexité fascinante, mélange de génie politique et de profonde solitude humaine. Louis XI vit dans la méfiance permanente, ne faisant jamais totalement confiance à personne, pas même à ses plus proches collaborateurs. Cette suspicion maladive, née des trahisons de sa jeunesse, devient progressivement la base de son système de gouvernement. Sa religiosité, souvent moquée par ses contemporains, révèle en réalité une profonde angoisse existentielle. Cet homme qui manipule constamment ses semblables cherche désespérément des certitudes absolues dans la foi, multipliant les pèlerinages et les dévotions superstitieuses. Ses relations familiales reflètent ses méthodes politiques. Il marie sa fille Jeanne, difforme et probablement stérile, au futur Louis XII pour empêcher ce cousin de fonder une dynastie rivale. Cette utilisation cynique de sa propre famille révèle jusqu'où va son calcul politique. Son rapport à l'argent illustre sa vision utilitaire du pouvoir. Louis XI thésaurise énormément,
mais dépense sans compter quand cela sert ses projets. Cette gestion rationnelle des finances royales contraste avec la prodigalité traditionnelle des monarques de son époque. Sa correspondance privée, conservée dans les archives, révèle un homme capable d'une cruauté froide, mais aussi d'une certaine mélancolie. Il semble parfois conscient de sa propre monstruosité politique, tout en étant incapable de gouverner autrement. Louis XI meurt le 30 août 1483 au château de Plessis-les-Tours, entouré de ses dernières intrigues et de ses ultimes manipulations. Sa disparition marque la fin d'un règne exceptionnel, mais aussi la naissance d'un mythe politique qui traverse les siècles. Ce roi, que ses contemporains surnommaient l'universel araignée, a révolutionné l'art de gouverner en démontrant que l'intelligence politique pouvait triompher de tous les autres atouts. Physiquement chétif, militairement médiocre, dépourvu de charisme naturel, il a dominé son époque par la seule force de son génie manipulateur. Son œuvre survive à sa personne. La France qu'il lègue à son fils Charles VIII constitue déjà l'ébauche de l'État moderne français. Centralisée, administrée efficacement, dotée de frontières cohérentes, elle possède tous les atouts pour dominer l'Europe pendant les siècles suivants. Mais au-delà des conquêtes territoriales et des réformes administratives, Louis XI lègue surtout une méthode de gouvernement. Il démontre qu'un souverain intelligent peut compenser tous ses handicaps par l'usage systématique de l'information, de la manipulation et de la corruption. Cette leçon inspire encore aujourd'hui les dirigeants politiques modernes. Dans un monde où la force brute compte moins que l'habileté tactique, les méthodes de Louis XI restent étonnamment actuelles et efficaces. L'araignée royale a tissé sa toile pendant 22 ans, prenant dans ses fils tous ses adversaires. Cette toile, c'est la France moderne qu'il a créée et qui lui survit depuis plus de 5 siècles. Son règne prouve qu'en politique, la ruse intelligente vaut tous les héroïsmes et que le plus grand des conquérants n'est pas toujours celui qui remporte le plus de batailles, mais celui qui manipule le mieux ses ennemis pour les détruire sans combattre. Louis XI demeure ainsi le modèle éternel du dirigeant machiavélien, celui qui prouve que dans l'exercice du pouvoir, l'intelligence stratégique surpasse tous les autres talents. Son surnom d'araignée lui colle définitivement à la peau, symbole parfait d'un roi qui a fait de la manipulation un art de gouverner et de la ruse une science politique.